Bonsoir, bienvenue à ce dernier café scientifique de notre série de 2021-2022. Je suis très contente que vous ayez résisté à l'appel de la terrasse pour vous joindre à nous. C'est vraiment, vraiment gentil. On sera ravis de partager un verre avec vous après, comme vous le savez, enfin, ou pas. Nos cafés sont toujours composés d'une première discussion entre nous ici autour de cette table, mais si après vous avez envie de prolonger avec nous, on vous a préparé quelques petites choses à grignoter et puis on pourra continuer la conversation de manière plus informelle. Vous pourrez même glisser vers la terrasse si vous avez envie. Je suis ravie d'accueillir nos invités qui nous ont proposé cette thématique et Pierre Meyer, rédacteur en chef à Radio Fribourg. C'est la première fois de l'année que je dis ton titre juste, donc je suis enchantée, c'est la soirée de tous les records pour moi. Qui modérera cette soirée. Peut-être juste, il n'y a qu'une seule règle dans nos cafés scientifiques. Ce sont des discussions qui vous appartiennent. Elles sont à vous. J'aime bien dire que je paye mon modérateur à ne rien faire. Il est prêt, à alimenter cette discussion avec nos invités. Mais c'est vraiment une discussion qui vous appartient. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos anecdotes, à dire ce que vous avez envie de partager avec nos spécialistes, avec le public. Je m'adresse également aux gens qui nous suivent en ligne, soit sur le site de l'Université de Fribourg, soit sur la page Facebook de l'université. Vous pouvez partager vos questions, soit en commentaire de la vidéo sur Facebook, soit en m'envoyant un SMS à moi au 079 796 22 15. Ne me téléphonez pas, je ne pourrai pas vous répondre. Envoyez-moi des messages. Dans la salle, la seule règle, simplement pour qu'on puisse bien vous entendre, que nos invités vous entendent bien et que aussi les gens qui nous suivent en ligne vous entendent bien, la seule règle, c'est que vous me faites un petit signe, je viens vers vous, je vous donne le micro et vous pourrez poser votre question ou partager votre histoire. Voilà, j'ai tout dit, je te cède la parole. Bonne soirée. Merci beaucoup, Farida. Bonsoir et bienvenue. Ça me semble très important ce soir de vous dire bonsoir, bienvenue, de faire cette petite marque de civilité, si j'ai bien compris, pour nous lancer dans cette thématique dont l'objectif pour moi est de faire qu'elle se déroule le mieux possible. Quand j'ai pensé aux civilités, aux incivilités, en préparant brièvement aussi, pas trop largement vu que le but est que je ne parle pas trop, mais ce café scientifique, j'ai pensé d'abord aux générations où on a tous dit, on a tous entendu, on a tous parfois pensé, par exemple, mais ces jeunes, ils sont mal polis, ils sont moins civilisés, ils nous respectent moins. Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on entend ou alors que j'ai pu entendre. Et puis il y a les canaux de communication. Est-ce que j'écris une lettre comme j'écris un mail? Est-ce que j'écris un mail comme j'envoie un message WhatsApp? J'ai une nièce qui a 12 ans qui ne m'a pas écrit depuis, par exemple, une semaine et qui me dit tu peux venir me chercher sans me dire salut, bonjour. J'ai l'impression que c'est mal poli, je me sens un peu vexé. Mais du coup, je crois que ce n'est pas tout à fait ça. C'est des codes parfois qui sont différents aussi. Et puis l'écran aussi, parfois, c'est plus simple de dire ce que l'on veut, ce que l'on pense, si l'on est derrière un écran, si l'on ne donne pas forcément son nom, mais est-ce qu'on peut tout dire, où est-ce que ça s'arrête? On pourra aussi éclairer des points là autour. Et puis les blagues au travail, quand est-ce qu'une bonne blague devient une mauvaise blague? Ça arrive aussi, souvent. Globalement, Internet, en fait, je me suis demandé, est-ce qu'il a cassé des marques de civilité? Alors, on ne va pas parler que d'Internet, mais quand on parle de cyber-civilité ou incivilité, est-ce qu'Internet a cassé ou a enlevé des marques de civilité à tel point qu'on devrait soit se résigner, soit être nostalgique? Je ne sais pas trop, mais je me réjouis énormément en tout cas aussi de partager ce moment avec vous, de vous souhaiter donc la bienvenue. Restons toutes et tous polis ce soir autour de ce café scientifique. L'idée est la suivante, je vais vous présenter très brièvement les 4 experts, chercheurs qui nous font le plaisir d'être là ce soir, et puis laisser librement la parole à chacune et chacun de se présenter, quelles sont ses premières impressions, ses recherches, ses domaines d'expertise, que vous sachiez un peu plus, peut-être vous les connaissez déjà très bien, mais si ce n'est pas le cas, que vous sachiez un peu plus à qui vous avez affaire, et finalement, qu'est-ce que vous pouvez leur demander, en quoi vous pouvez les solliciter pour ce café scientifique. Linguiste, professeur au département d'anglais, je commence à l'autre bout de la table, Didier Maya, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, peut-être je vous laisse... présenter votre domaine d'expertise en termes de cyber-civilité ou incivilité. D'accord. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être là ce soir. Je suis ici effectivement en tant que linguiste
Et puis peut-être que tout le monde n'a pas une idée très claire de ce que c'est qu'un linguiste, de ce que ça fait pour se nourrir à la fin du mois, ou même durant tout le mois. L'idée pour moi ce soir est d'être là pour étudier des pratiques langagières et d'essayer de dénouer un petit peu ce qui se passe lorsque ces pratiques langagières sont soumises à des nouveaux modes de communication. C'est-à-dire que la communication par Internet, les réseaux sociaux mettent des nouveaux moyens à disposition, des nouvelles configurations, des nouvelles interfaces qui vont influencer la façon dont on communique les uns avec les autres et qui vont avoir un impact sur l'usage de la langue. Un des usages concerne la politesse et la civilité. Donc ça, c'est l'angle qui est le mien. Et je vais essayer avec vous de voir en quoi ces nouveaux modes de communication changent la donne dans nos usages langagiers. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Merci beaucoup. Dites-nous quand même juste, est-ce que ça nous rend un peu moins civilisés? Tout de suite au cœur du sujet. Pour nous ouvrir l'appétit. Hein. Alors, je vais essayer de ne pas répondre à votre question. Je pense que la réponse sera une réponse complexe dans la mesure où la notion de civilité ou de politesse est une notion qui est liée à des normes. De ce fait, on va juger une pratique comme étant polie ou impolie en fonction des normes qu'on lui applique. Si on part de cette présupposition-là, on peut se dire que si on regarde Internet et la communication par réseaux sociaux à travers la lorgnette de quelqu'un qui vient d'une communication plus traditionnelle, on va très certainement dire que c'est impoli. Ça ne veut pas dire que ça l'est. Ça veut peut-être juste dire que les normes qu'on y applique sont différentes des normes qu'on connaissait jusque-là. Et peut-être que c'était cet éclairage-là qui m'intéresse le plus ce soir. J'ai tout de même répondu à votre question. Oui, c'était une non-réponse assez éclairante. Merci beaucoup. À votre droite, Indira Ghosh. J'espère que je prononce bien votre nom. Oui. Vous êtes professeur émérite de littérature au département d'anglais. Bonjour. Prenez peut-être encore un tout petit peu plus près votre micro. OK, comme ça. D'abord, il faut faire mes excuses parce que je n'ai pas parlé un mot de français il y a 5 mois. Et je fais beaucoup de fautes et je suis sûre que ça va être très embarrassant de m'avoir ici aujourd'hui, mais il faut m'excuser. Mes champs de recherche, c'est ça la question? Volontiers. Mes champs de recherche sont c'est la littérature anglaise de la Renaissance. Et les deux champs, c'est l'humeur de Shakespeare et particulièrement dans Shakespeare, et aussi la civilité. La civilité à l'origine, on peut dire à l'origine dans la Renaissance, le mot civilité, c'était Erasmus qui a établi le mot. Il a pris le mot de civilitas des anciens romans, mais c'est lui il a écrit un petit livre avec des règles pour des civilités pour des jeunes. Et ça, comme dans toute l'Europe, c'est un best-seller pour ce temps-là. Et c'est ça qui a fait le mot civilité, soit en anglais, soit en français. J'ai regardé la dictionnaire de Huguet, dictionnaire de la langue française du 6e siècle. Et le mot civilité, c'était introduit par Erasmus, et le mot a ses racines dans la civilitas de l'ancienne
Rome. Et c'est dans la Renaissance que on peut dire c'était une révolution culturelle, la civilité. Avant ça, dans l'âge moyen, la civilité, c'était des manières pour les aristocrates, particulièrement dans les grands, les châteaux et tout ça. Et avec Erasmus, c'était un mot qui s'applique à tous et qui s'applique pour tous les écoles de société, toutes les couches de la société. Toutes les couches des sociétés, et aussi avec tout le monde dans la civil society. C'est ça qui lui a introduit. Et c'était dans cette période qu'on a vu un embarrassement des richesses des livres sur la civilité, Castiglione, etc. C'est tout que je travaille. Merci beaucoup. À votre droite, une psychologue du travail, professeure au département de psychologie, Petra Klumb. Bonsoir. Bonsoir. Et à toutes et à tous. Et je peux peut-être, avant de parler de moi, je peux dire que c'était au marché à Fribourg où cette idée est née. Il y a quelque temps, on était en train d'acheter des légumes et on a soudain parlé de civilité et on a compris que toutes les deux, on est intéressés à cette thématique. Et oui, c'est déjà longtemps. Et maintenant, c'est le moment où on a l'occasion de vraiment discuter de ça. Je suis très heureuse que c'est vraiment ça s'est matérialisé. Mais moi, il fallait peut-être me mettre encore un peu plus loin parce que l'écart est énorme entre les lunettes que tous les deux on a mis. Et dans mon champ de travail, je suis psychologue de travail, la plupart des gens aussi ne connaissent pas très bien ce que c'est. On regarde les facteurs dans le monde de travail qui influent le bien-être, la santé des personnes qui travaillent. Et moi, je suis intéressée particulièrement à les interactions et les relations des gens au travail et les conséquences de ça. Et depuis peut-être 3 décades, on a vu une littérature qui a augmenté chaque année et on a vraiment beaucoup sur cela. Et c'est étonnant parce que peut-être tout le monde qui n'a pas lu et n'était pas intéressé peut dire mais pourquoi des psychologues de travail, c'est pas intéressant, mais on a compris que les petites choses ont des grands effets quand même, et c'est si je vous salue pas dans mon mail ou dans le couloir, ça peut accumuler et après quelque temps, ça a les mêmes effets que si je vous attaque physiquement ou je vous harcèle ou des choses beaucoup plus graves qu'on parle peut-être dans la jurisprudence, on parle des actes plus graves, mais aussi les petites choses ont des effets énormes et ça c'est quelque chose qui m'a surpris et pour ça j'ai abordé ce thème dans mes recherches aussi. Merci beaucoup. Et quatrième expert professeur ce soir au département de droit public, Jacques Dubet. Bonsoir. Bonsoir.
Alors en effet, j'enseigne le droit public. Je dois confesser que les incivilités, et en particulier les cyber-incivilités, ne sont pas des objets de recherche pour moi. Cependant, on observe qu'il y a un rapport très direct entre l'organisation du pouvoir et les mœurs, et donc les règles de politesse. Au fond, si les règles de politesse régissent nos rapports, eh bien nos rapports dépendent du régime politique sous lequel nous vivons. Et les manières de cour ou les manières bourgeoises nées de l'invention de la démocratie ne sont pas les mêmes. Et donc les questions qui se posent aussi pour un juriste est de savoir, dès lors qu'un nouvel espace s'ouvre, un espace médiatique différent, un espace virtuel, est-ce que les mêmes règles de politesse prévalent? Et les règles de politesse étant différentes des règles de droit, il faut le souhaiter. Il faut se souhaiter que le droit ne s'immisce pas dans nos manières, dans nos mœurs, dans nos politesses. Est-ce que les mêmes limites s'imposent en ligne ou real life? Et en particulier, une question qui peut se poser pour moi en tant que spécialiste de droit public, c'est qu'en est-il de l'anonymat des réseaux sociaux? Est-ce que la dégradation, alors on va en parler, des manières de commercer entre individus en régime démocratique virtuel, est-ce que ce n'est pas dû au fait précisément qu'on peut le faire de manière anonyme? La question de l'anonymat, elle se pose à un juriste, y compris dans la vraie vie. Il y a des manifestations lors desquelles on interdit de se couvrir le visage. Parce qu'évidemment, ça a une incidence sur la manière dont on se comporte, de devoir répondre de la manière dont on se comporte. Donc j'espère avoir peu de choses à dire, parce que j'espère que le droit ne s'occupe pas trop de politesse. Et si je peux contribuer pour dire, ben là, effectivement, on entre dans autre chose qui est plus grave que la violation d'une règle de politesse et qui a des conséquences pénales, civiles ou de droit public, eh bien, j'essaierai de l'expliquer. Merci beaucoup. J'allais dire, c'est à vous, à partir de maintenant, on a vu le menu qui peut être servi par nos experts, par leur champ de connaissances et de recherche, entre la question j'allais dire des réseaux sociaux, de la distance, la question de l'anonymat, la question du travail. On peut partir aussi à un moment vers la Renaissance et vers Shakespeare. N'hésitez pas à vous manifester, à partager un avis, à réagir, à poser une question. Moi, sinon, j'en pose aussi, ça me va bien. Je me sers dans ce qui a été dit là. Peut-être si on part vers le monde du travail, vous dites à un moment donné des incivilités, si je qualifie ça correctement, deviennent des attaques. Pourquoi est-ce qu'on commet des incivilités au travail? Prenez juste votre micro volontiers. Je crois que ce n'est pas très différent au travail qu'ailleurs. On se comporte d'une certaine manière, mais au travail, peut-être, on a des... Comme Didier Maillat disait il y a quelques minutes, il y a des normes peut-être qui sont un peu différentes. Et typiquement, je pars de l'idée que souvent les gens ne veulent pas blesser une autre personne, mais peut-être ils ont stressés ou ils n'ont pas de temps, ils pensent qu'il n'y a pas de temps pour dire bonjour ou ils se sentent sous pression et on laisse... C'est une chose que la psychologie du travail a remarqué, que le stress a comme conséquence que... C'est intéressant parce que pour un supérieur, on ne peut pas voir très vite que la performance est baissée quand on est stressé parce qu'on va protéger la performance. Ça, c'est la dernière chose qui va tomber, mais tout le reste va tomber une à une, un par un. Et la politesse, c'est parmi ces choses. On ne va plus aider les gens, on ne va plus dire bonjour, on ne va plus faire ce qu'on fait normalement. Et je crois que ça, c'est une raison pour laquelle les gens deviennent moins polis. Il y a des autres raisons, peut-être je
votre nez ne me plaît pas et je veux être un peu impoli, mais ça, c'est une autre chose. Et la chose pour la cible, c'est qu'elle ne peut pas distinguer les deux. Normalement, vous pouvez toujours, comme perpetrator, comme auteur, vous pouvez toujours dire non, c'était pas mon intention. Et ce n'est pas clair si vous vouliez blesser ou si c'est un peu un accident parce que vous êtes trop stressé, vous n'avez pas y pensé. Il y a toujours cette zone de doute entre si c'était volontaire ou pas. Oui. Et cette ambiguïté, c'est un élément de définition dans mon champ pour parler d'incivilité. S'il vous plaît. Bonjour, je pense qu'on m'entend bien. Oui. Je m'appelle Audrey, je suis étudiante à l'Université de Fribourg pour contextualiser un petit peu. Et en fait, tout ce qu'on est déjà en train de raconter, ça m'évoque une anecdote que j'ai eue au niveau d'une incivilité que j'ai provoquée dans un échange de mails en fait, avec un enseignant où en fait, l'idée c'est que j'avais mal compris le délai d'un travail à rendre. Et je fais partie de ces étudiants qui les rendent à 23h59 parce que jusqu'au bout, on essaye de faire au mieux. Et en fait, il y avait cette limite qui était le dimanche à minuit. Et moi, j'ai envoyé, je ne sais plus, mais je crois le dimanche. Oui, j'ai envoyé mon devoir le dimanche. Or, c'était samedi 23h59 pour lui, le dimanche minuit. Et dans la panique, quand j'ai compris ça, j'ai envoyé un message. Et ce n'était pas forcément un mail parce que c'était la plateforme Moodle, pour ceux qui connaissent. En tout cas, on peut envoyer des messages. Et j'ai envoyé, sans dire bonjour, oui, mon travail, excusez-moi, je vous l'envoie tout de suite. Je me suis trompée avec la date de la veille. Et, je venais d'avoir une conversation avec un autre étudiant et j'avais compris. Et puis, je n'avais pas dit cordialement, j'avais peut-être signé. Et en fait, lui m'a envoyé un mail formel plus tard, dans la journée, en me rappelant comment on écrit un mail. Donc, c'était un peu délicat. J'étais en première année. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que ce n'était pas du tout volontaire. Et puis, c'était un échange de mails. Et de nouveau, ça rejoint ce thème du stress, en fait. Où, pour moi, tout ce qui impliquait, c'était juste d'envoyer mon travail et puis de le justifier sans dire bonjour. La civilité était derrière et voilà. Donc, ça me faisait penser à ce facteur de stress, en tout cas. Merci. Je peux répondre en tant qu'enseignant. C'est pas vous qui envoyez le mail formel. Non, mais justement, pour revenir à ce que vous disiez au traité d'Erasme sur les bonnes manières, on peut raconter peut-être que Norbert Elias a raconté le processus de civilisation par l'étude des traités de bonne manière et en particulier de Erasme. Et Norbert Elias raconte une anecdote à propos de la civilité qui est la suivante. C'est un chevalier qui rend visite à l'évêque de Vérone et tout se passe très très bien. Et puis ce chevalier part et l'évêque de Vérone lui envoie un secrétaire pour lui dire encore une dernière chose. Et cette dernière chose, c'est la suivante. L'évêque vous a beaucoup apprécié, il vous aime beaucoup. Et puisque vous partez, il aimerait vous faire un cadeau. Et ce cadeau, c'est de vous dire que quand vous mangez de la soupe, vous faites du bruit. Donc le cadeau, c'est d'attirer son attention sur une incivilité. Cela pour vous dire que votre professeur vous a fait un cadeau. Ne le prenez pas mal. Quelqu'un d'autre aimerait réagir à cette histoire que vous nous avez partagée? Oui, je vais peut-être me lancer dans un parallèle. Ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, c'est la façon dont on conçoit le canal par lequel on communique. Donc là, c'était quelque chose qui ressemble à du email sur Moodle. Et le email, c'est quelque chose qui a vécu une espèce de transition dans le temps. C'est-à-dire que quand on a connu les premiers emails, on était très très proche d'un mode épistolaire. Et les gens qui sont venus au email, ils sont venus par le mode épistolaire. Donc on écrivait un email comme on écrivait une lettre.
avec toutes les normes structurelles et de politesse, de civilité qui concernaient les lettres écrites. Et puis petit à petit, tout le monde s'est mis au email et les cadences d'envoi ou d'échange entre les personnes ont accéléré. Et on a eu ce que les linguistes ont décrit comme une transition entre un mode de communication qui est asynchrone, c'est ce qu'on a par l'écrit, où on écrit une première chose dans son coin à sa table, on envoie la chose par la poste, elle est reçue par le récipiendaire qui ensuite peut se donner la peine de vous répondre. Le tout peut se passer sur des semaines. À un mode de communication qui est beaucoup plus simultané, donc synchrone. Et avec ce mode de communication synchrone, on a un canal de communication qui reste ouvert entre les gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en synchrone, on a un canal de communication qui a été ouvert il y a de cela peut-être plusieurs jours, mais qui est resté ouvert, ou en tout cas c'est comme ça qu'on le conçoit, et on n'a pas besoin à chaque fois qu'on va utiliser le canal de communication de réitérer les séquences d'initialisation du canal de communication. Donc, comme vous l'avez fait, le canal avait été ouvert par le professeur à l'époque quand il a lancé le forum de discussion, et vous aviez quelque chose à dire, que vous avez dit, sans autre forme de procès. J'ai l'impression que le clash là, il est à expliquer en termes d'une conception d'un plus épistolaire de l'utilisation du email par rapport à une utilisation plus simultanée et synchrone, qui était la vôtre. Je ne sais pas si ça fait sens. Petra Klum. Oui, je crois que tout le monde qui est assis ici connaît cette situation de décalage, et je crois que ça a beaucoup à faire avec, si on ne parle pas du stress, parce que ça c'est un autre champ avec des normes. Moi je suis d'une génération, comme Didier m'a dit, j'étais socialisée avec des communications asynchrones, et c'est l'âge, les normes sont différentes pour l'âge, pour les différents médias de communication, mais aussi peut-être dans les cultures différentes. Et je crois qu'il y a, si on parle de ça, il y a vraiment beaucoup de couches à réfléchir, et mon petit champ de vision, c'est plutôt les conséquences pour la santé des personnes, pour les équipes, pour les organisations. Mais il y a, évidemment, c'est pour cette raison, on est 4, il y a beaucoup plus de perspectives. Et je crois, si on va peut-être parler un peu de la possibilité, de la perspective plutôt normative plus tard, comment on devait le faire. Et je crois que là, il faut faire ce qui est le meilleur pour le bien-être de tout le monde. Mais si on, comme professeur, si on fait un peu une Zurechtweisung, comment on dit ça, même si c'est un cadeau, c'est quand même reçu un peu comme correction. Ça, je vois aussi une dark side de la politesse, et je crois que Norbert Elias a écrit aussi là-dessus que il y a des gens qui n'ont pas le temps de penser à tout ça, et peut-être on va les exclure si on insiste à la politesse, et comme ça a aussi un goût un peu négatif. On peut aussi exclure des gens en insistant, ici on reste poli et on sait comment il faut faire. Et peut-être ça, ce sont plusieurs choses, et j'aimerais bien si tout le monde me dit
salut Petra, comment tu vas et tout ça, mais je comprends aussi il y a des situations où quelqu'un est sous pression et il n'y a pas de temps de toutes ces préliminaires. Merci. Une autre personne, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci beaucoup d'être là. On l'avait aussi vu en cours de pragmatique. C'est aussi peut-être par souci d'économie d'énergie qu'à force, on abandonne ces formules de politesse pour que ce soit plus facile pour nous de penser, mais aussi en même temps pour pas qu'on fasse trop de politesse et pour pas que justement ça devienne impoli, voire même faux cul. À chaque mail, ah salut, comment ça va, écoute, j'ai ce petit problème. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire comprendre que c'est juste une affaire de perception, que juste écrire bonjour monsieur ou directement son mail? Merci. J'ai entendu le terme pragmatique, alors je pense que ça veut dire que je dois répondre. Et je le fais volontiers. Vous mettez le doigt sur des choses tout à fait fondamentales, et je vais en mentionner une. On parle de civilité, par exemple, dans la communication par email ou WhatsApp ou autre, et en particulier de la présence ou absence de formules de politesse, de mention du titre, de formules de clôture en termes de messages. Et vous mettez le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est que ces aspects-là de la communication, ils sont très vides. C'est vrai que quand on dit salut, ça va, la réponse ça doit être bien, et toi, bien, et toi. On sait déjà normalement ce qui va se dire. Donc vous avez tout à fait raison de dire qu'on pourrait faire l'économie de cela sur un plan, et je tiens à insister là-dessus, sur un plan informatif. C'est-à-dire sur un plan informatif, c'est vrai qu'on peut faire l'économie de ces éléments-là. Si ce qui se joue dans ces moments-là était informatif. Mais je ne pense pas que ce soit ce qui est en jeu. Ce que vous essayez d'établir lorsque vous lancez une séquence d'ouverture dans un email ou que vous terminez avec une séquence de clôture, c'est plutôt une gestion de l'interaction avec l'autre personne. C'est plus du domaine de l'informatif. Vous essayez de voir, de faire en sorte que l'interaction se déroule selon les attentes du modèle sociétal qui est le vôtre. C'est-à-dire que vous lancez une conversation en ouvrant le canal, en signalant votre disponibilité, en marquant le fait que vous êtes prêt à avoir une conversation. Et de même, quand vous arrivez à la fin de la conversation, vous devez dire, bon, ben, c'est bon, on a couvert ce qu'on avait à dire, on va pouvoir passer à autre chose et on va pouvoir fermer la conversation. Ça, c'est le travail qui est effectué dans ces séquences, et ce n'est pas vraiment de nature informationnelle. Je suis d'accord avec vous. Ce que vous dites, c'est qu'on peut supprimer ces composantes, on les appelle fatiques dans le langage linguistique, donc c'est cette gestion du canal de communication. On pourrait s'en passer complètement et partir du principe qu'on a un canal qui est ouvert en permanence, et donc on n'a pas besoin de chaque fois le rétablir et de dire ben ouais, alors on va commencer une conversation, attention, tenez-vous prêts, et voilà, nous avons eu une conversation, vous pouvez maintenant retourner à vos petites affaires. Là, je pense qu'il y a un décalage de pratiques et de normes, et ce qu'on a pu voir avec l'anecdote que vous avez mentionnée précédemment, c'est qu'il y a peut-être certains groupes de la population qui sont plus d'accord de passer à un système où on n'a plus ces ouvertures et fermetures de canaux, et d'autres groupes de la population, peut-être des groupes qui viennent d'autres pratiques, qui ont envie de conserver ces aspects-là. Je vais juste vous donner une autre anecdote. Il y a un département autre que le nôtre qui a senti le besoin, suite à des épisodes comme celui que vous avez décrit, d'établir une charte des bons comportements
en communication électronique entre étudiants et staff. Ce qui montre qu'il y a un besoin. Ce n'était pas encore de la légalisation, mais on s'en rapprochait. Oui. Juste sur le mot faux cul dont vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi dans ces formes qu'on met lorsqu'on va débuter un mail? Si je m'imagine écrire un mail à une personne où je vais être demandeur de quelque chose, ou si je vais souhaiter qu'elle m'accorde quelque chose, ou qu'elle vienne faire une interview à Radio Fribourg, je vais plus volontiers dire bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, voilà ce que je souhaite faire, que c'est quelqu'un qui m'a un peu agacé, où je vais vers un bonjour et puis je la fais rapidement. Et c'est pas aussi pour ouvrir une porte et puis accéder à quelque chose d'informatif que de mettre des formes un peu spécifiques? Oui, alors, tout à fait. Il y a une composante qui est de l'ordre de la... Alors, on va essayer d'établir, avec les formes d'ouverture, comme celles que vous décrivez là, on va essayer d'établir un rapport social. On ne fait pas que dire qu'il y a une conversation qui débute, on va aussi dire, c'est une conversation... Par exemple, si on commence avec quelque chose, « cher monsieur, chère madame », on pose un type de relation qui est une conversation, mais qui est une conversation où une certaine distance existe à un niveau social pertinent entre les deux interlocuteurs. Tandis que si vous commencez avec « salut », vous faites la même chose, vous ouvrez une conversation, mais vous le faites en disant bon, ben, cette conversation, elle a lieu entre deux personnes qui sont, on va dire, plus égales sur le plan social qui est pertinent dans le cas en question. Donc oui, il y a, vous avez raison, il y a une composante qui est informative, mais elle ne porte pas sur le fait que vous êtes un monsieur ou une madame et que vous êtes cher ou pas cher. Et elle ne porte pas sur le fait que vous allez bien ou pas bien. C'est d'une autre nature. L'information est à un autre niveau. Elle pose les bases des relations sociales. Merci. Il y avait une question, s'il vous plaît. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai une question, elle est un peu floue, mais elle m'est venue à l'esprit quand vous avez dit l'exemple de votre nièce qui vous a envoyé un message. J'ai assumé qu'elle est un peu plus jeune et je voulais juste savoir si, je ne suis pas sûre si ça touche vos domaines ou pas, mais est-ce que c'est plus ou moins excusable si quelqu'un est plus jeune d'envoyer un message qui n'est pas, je ne sais pas comment dire, qui ne donne pas un bonjour, un merci cordialement, je vous demande juste de me donner mon porte-monnaie qui est sur le canapé. Est-ce que ça change, genre quelque chose, l'âge? Merci beaucoup. Est-ce que le fait d'être jeune, c'est une excuse, en guillemets, ou est-ce que ça change les choses? On peut commencer aux yeux de la loi, une fois. Non, mais je n'allais pas m'exprimer en tant que juriste, parce qu'effectivement, il y a une excuse de minorité. Voilà, certains modes de communication vous font entrer dans le domaine du droit pénal, injure, calomnie, diffamation. Bon, les mineurs sont traités différemment sous cet angle-là. Mais je pense que ça change tout, qu'on soit jeune ou pas jeune. Et je réagis peut-être à ce que vous avez dit. Je ne pense pas, moi, pour ma part, que la civilité, la politesse, c'est une question d'exclusion. C'est une question d'inclusion. Civilité, c'est ça. Même racine que civis, citoyen. C'est aussi pour ça que je commençais par dire qu'il dépend du système, du type de société dans laquelle on vit, qu'on a tel ou tel type de socialité, donc de civilité. Et quelqu'un de jeune doit apprendre, quoi. Les juristes sont très formalistes, très attachés aux fonctions fatiques. Que ce soit à l'oral ou à l'écrit, on apprend ça à l'oral, l'exorde, la péroraison, c'est-à-dire l'entrée en communication, la sortie, poser le rapport social, se placer en dessous des juges auxquels on soumet une cause, les remercier de l'attention qu'ils ont consacrée à nous écouter, c'est totalement déterminant. Quand j'étais avocat stagiaire, j'avais en face de moi une liste des formules de politesse à adopter en fonction de l'autorité à laquelle on s'adresse. Le tribunal cantonal, on le priait de croire à notre parfaite considération. Mais un juge d'arrondissement, c'était seulement notre autre considération. Et le juge d'arrondissement n'attendait pas autre chose que haute considération. Et tout ça, je pense qu'il faut l'apprendre, et c'est des cadeaux de l'évêque de Vérone
que de nous inclure dans un certain groupe où il y a des attentes parce qu'il y a une norme commune. Et peut-être dans la perspective du juriste, ce qui est difficile aujourd'hui dans la civilité, dans la société, la politesse, c'est l'absence de normes communes liées au pluralisme de nos sociétés. Parce qu'on doit se mettre d'accord sur un certain niveau de politesse. Et même dans certains canaux, il y a plusieurs registres de politesse. Je pense qu'il y a des groupes WhatsApp où on fait fi des politesses, parce qu'au fond, la conversation, elle est toujours online, elle est toujours active. Et il y a d'autres interlocuteurs avec qui il faut remettre les formes, parce qu'il faut rebrancher le canal. Merci. Par rapport à la question peut-être des générations, des plus jeunes ou des codes qui peuvent marquer la communication chez les plus jeunes, je ne sais pas s'il y a un autre éclairage que vous souhaitez amener. Alors, je vais me lancer. J'ai parlé de normes au départ, et en fait, on peut essayer de prendre cet angle-là aussi pour mieux comprendre ce qui se passe quand on a un décalage de génération comme celui-là. Monsieur Dubé, vous mentionnez le fait qu'il y a une nécessité d'apprentissage des jeunes générations des normes qui sont en place. On peut se poser la question dans quelle mesure il faut que les générations plus avancées doivent, elles aussi, faire un effort d'apprentissage des normes mises en place par les plus jeunes générations. Je crois qu'une erreur qu'on peut faire, c'est de penser qu'il n'y a pas de normes de politesse auprès des plus jeunes générations. Je pense au contraire qu'il y a des normes, elles sont juste différentes. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est dans quelle mesure, par exemple, lorsque vous avez envoyé le message que vous avez envoyé, vous aviez l'impression de faire quelque chose qui n'était pas correct, qui n'était pas dans le cadre de ce qui est attendu. Ou si, au contraire, vous aviez l'impression d'être parfaitement dans les clous. On peut se demander, par exemple, avec l'enfant que vous imaginez dans votre question, si l'enfant a conscience d'être impoli au moment où il produit l'énoncé qu'il produit. J'en doute. Et peut-être qu'à ce niveau-là, il serait intéressant d'envisager cette double relation entre des normes différentes. Voilà. Merci. Encore un complément, Petra Klum, allez-y. Oui, peut-être. Je crois que je suis d'accord avec l'idée que les deux, ou si ce sont deux ou plusieurs générations, devaient s'approcher. Ce n'est pas mon intention de dire qu'il faut faire certaines choses et tout le reste ne marche pas. Ma perspective, c'est plutôt que s'il y a des cibles qui sont confrontées avec des incivilités plus souvent que des autres, là, je trouve, ça peut se changer dans une sorte de discrimination ou un traitement qui est différent pour les unes que pour les autres. Et ça, je trouve, ça c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Mais s'il y a des générations qui ont des autres codes ou des autres normes, je crois qu'on peut aller 2000 ans en arrière et là, on a déjà ces plaintes que les jeunes ne sont pas polis ou des choses comme ça. Et je crois que c'est normal. Mais peut-être il faut parler un peu entre les différentes ou entre les groupes différents de ce qu'on trouve tous ensemble acceptable ou pas acceptable. Merci. S'il vous plaît. Bonjour.
J'espère que je vais pouvoir formuler ma question. Je rebondis un petit peu sur ce qui a déjà été dit par rapport à l'adolescence, enfin les adolescents. Donc je suis enseignante dans un collège. Et moi, c'est vite vu, quand les élèves me rendent un travail, j'ai même pas de message. Donc c'est envoyé par Outlook. Voilà. Donc j'essaye voilà, de leur transmettre quand même l'importance des formalités, justement. Et j'ai une situation où je leur avais demandé un travail, je leur ai envoyé par email les devoirs, et un élève a répondu, donc répondre à tous, et il a répondu « Damn, that's a lot ». En anglais. « Damn ». Voilà, donc j'ai été anglophone, j'ai été assez heurtée, je dois dire, par ce mot, tout en sachant que lui, il était francophone et qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Donc la fois d'après, quand je les ai vus en classe, j'ai fait un petit topo sur cet email en lui expliquant, enfin je ne l'ai pas visé, et voilà, j'ai juste fait petit retour sur l'étymologie du mot « damn », et en expliquant, donc cet élève a commencé à se fondre sur place, et puis finalement il m'a dit « Ah mais madame, c'est pas ce que je voulais dire, mais on entend tout le temps ça dans les séries américaines ». J'ai dit, bah oui, bah c'est ça, voilà, il y a des codes qui changent, des mots qui perdent de leur sens, des mots qui sont très utilisés. En plus, American, British English, ça change aussi. Donc j'ai dit, bah voilà, merci pour les excuses, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, merci. Et puis, et voilà, donc pour rebondir, il faut former les jeunes, il faut leur dire, voilà, ça se fait, ça se fait pas. Mais à quel point... est-ce que c'est pas normal, justement? Et puis si on revient un petit peu dans l'histoire, dans la Renaissance, Shakespeare, le passage de l'enfance, l'adolescence à l'âge adulte, à quel point c'est pas acceptable, en fait, cette phase d'adolescence qui est un petit peu incivilisée et pas toujours un petit peu rebelle. C'est une question pour moi? C'est pour vous. Je vais juste prendre votre micro, le mettre assez... Excusez-moi. En Shakespeare, ce n'est pas un fond de tous les wisdom, sagesse du monde. C'est la vie quotidienne et de la fantaisie qui est dans l'art, qui en trouve de l'art par des leçons de sagesse, peut-être avec des philosophes, mais pas avec des écrivains. C'est une chose qui est peut-être intéressante la prochaine fois que quelqu'un va parler des mœurs américains et anglais, par exemple le tutoyer. Le mot you en anglais, c'est originalement vous. C'est pas tu. Hein? C'est vous qui était le code normal. Pas tu. Tu était thou et on a laissé ça. Tout le monde est pas tutoyé, mais tout le monde on dit vous à tout le monde. C'est peut-être aussi intéressant à savoir. C'est ça que mon collègue a dit. Il y a des codes différents, mais il y a toujours des codes dans toutes les sociétés du monde. Si ils sont, c'est pas une invention, pas quelque chose que l'Europe a invité. Il y a des codes, des mœurs de respect et de vivre ensemble dans toutes les communautés et toutes les cultures. Mais c'est tout que je peux dire. Merci. Merci. Je me permets de rebondir parce qu'on a une question qui vient d'Internet. Et elle est un peu en lien avec le thème, le sujet qu'on aborde actuellement. C'est justement par rapport à la sensibilité à la question du genre, comme c'est quand même une thématique un peu plus récente actuellement. Voilà, l'usage veut que quand on commence un mail, on utilise la formule « cher monsieur »,« chère madame ». Bon, parfois, quand on a des prénoms comme Dominique, où on ne sait pas forcément le genre de la personne... la question se pose, mais globalement, là, si on utilise des formules comme « cher monsieur »,« chère madame », où on n'est pas sûr du genre de la personne, est-ce que là, c'est pas un paradoxe? On n'est pas justement
entrer dans une impolitesse, une forme d'impolitesse. Est-ce que la politesse consisterait à utiliser une formule plus neutre comme bonjour, finalement? Donc si l'on n'est pas sûr effectivement du genre de la personne par son prénom, par exemple, qui peut être un homme ou une femme, comment avoir la formule la plus polie, la plus adéquate? Est-ce que vous avez un conseil? Je vous en prie. C'est pas un conseil. Comment gérer cette situation qui peut arriver plus fréquemment, mais peut-être encore une fois, je peux répéter que de ma perspective, il serait souhaitable de se mettre d'accord. Et je crois que ça, c'est maintenant, nous, on s'est mis d'accord de parler d'une certaine façon et tout le monde est d'accord et c'est bien. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, j'espère qu'il va nous dire non, je ne veux pas qu'on me fasse cette chose comme ça. Et je crois que ça, c'est peut-être la chose la plus importante, d'en parler. Et ce n'est pas toujours, on peut, comme chez votre nièce, si le canal est ouvert 24/7, on peut peut-être omettre les bonjours parce qu'on n'arrête pas de vous parler. Il y a des petites pauses, mais on est toujours en train de continuer. Mais aussi pour les élèves, c'est peut-être une façon avant de commencer avec une personne ou un groupe de dire alors disons comment on veut se traiter ici. Je crois que ça serait nécessaire sans peut-être avoir des règles strictes qu'on a reçues de la génération avant, mais de le garder vivant. Ce n'est pas quelque chose qui est mort, qui est donné de génération en génération de la même façon, mais de le garder vivant et de le adapter, exactement. Mais ça veut dire par exemple que si on prend le monde du travail, c'est entre collègues de pouvoir thématiser ça et dire on peut se dire salut, quand on s'écrit un mail, on peut fonctionner comme ça, et puis qu'on soit un peu d'accord, qu'on partage à peu près les codes de civilité. À la place de travail, s'il y a des problèmes avec la civilité, souvent il y a des autres problèmes dessous, mais quand même, on peut éviter un peu que ça s'évolue dans un cercle vicieux en clarifiant les attentes ou les idées, comment on veut fonctionner. Et on n'accepte pas que quelqu'un est traité de cette manière. Ça c'est peut-être... Il faut être plus actif, à mon avis. Merci, s'il vous plaît. Je voulais rebondir en fait sur cette histoire de normes et d'âge. En fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi le thème... à prendre en compte la société dans laquelle on est, dans le sens où j'ai l'impression qu'on remet beaucoup le concept de normes en question. Par exemple, juste sur le corps, je sais que, je ne sais pas si c'était à toutes les générations, on remettait toujours en question, mais j'ai l'impression qu'on se pose de plus en plus de questions sur mais les normes, on est contre, tout le monde on doit tous être uniques, et comme ça. Et je me dis que pour les jeunes, finalement, plutôt que peut-être juste dire c'est une norme, c'est comme ça, je ne sais pas si le but, de nouveau, ce serait communiquer et expliquer pourquoi. Enfin, ça peut paraître bateau de dire on dit bonjour parce que c'est comme ça. Enfin, non, pas justement pas parce que c'est comme ça, mais expliquer juste pour comprendre et pas imposer ce truc de c'est la norme et tu dois être normal. En tout cas, j'ai l'impression, parce que c'est peut-être pour ça que finalement certains s'opposent au concept de normes et aux mœurs, peut-être surtout que c'est un âge où on s'interroge énormément sur tout.
Donc voilà. Je sais pas après. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir à la question aussi de entre l'automatisme ou mettre du sens et savoir pourquoi on fait les choses? Peut-être aussi, on est dans cette dialectique-là, si je vous comprends bien. Oui, pour réagir à ce qui vient de dire, effectivement, ce qui est en jeu, c'est de se mettre d'accord sur une norme qui vaut pour tout le monde ou qui vaut pour certains sous-groupes sociaux. Il faut souhaiter que ces normes ne soient pas juridiques. Elles le deviennent lorsque aucun consensus ne semble pouvoir se dégager dans la société civile. La préséance, étymologiquement, c'est qui s'assied en premier. Et voilà, et c'est une règle de politesse de faire s'asseoir d'abord la personne la plus importante, etc. Mais lorsqu'on est sur une voie de communication avec des véhicules à moteur, c'est plus une question de préséance, c'est une question de priorité. Et la règle de priorité de droite n'est pas une règle de politesse, mais une règle de sécurité, parce qu'il y a des enjeux trop importants où on n'a simplement pas le temps de se mettre d'accord. D'ailleurs, les spécialistes de la circulation expliquent que quand on entre sur l'autoroute, il y a une négociation qui s'instaure entre celui qui est sur l'autoroute et celle qui entre sur l'autoroute. Bon, on est dans de la politesse, mais plus seulement, quoi. Récemment, peut-être que par modification de la Constitution fédérale, on a adopté une règle de politesse. Il y avait d'autres arrière-pensées là derrière, certainement. Je ne dis pas que je les cautionne, mais l'interdiction de se voiler le visage sur le domaine public, c'est peut-être une règle de politesse, de réciprocité, de reconnaissance mutuelle et de reconnaissance de sa citoyenneté, une certaine mutualité au fond. Alors qu'on partage un domaine public, on doit pouvoir négocier le passage sur le trottoir par un petit signe, un petit sourire, etc. Peut-être que c'est ça qui était en jeu, comme on doit parfois légiférer sur les nudistes et les textiles, parce que chacun peut être bien dans son sous-groupe, mais là où il y a des problèmes, c'est si on ne partage pas le même code. Merci, s'il vous plaît. On m'entend? Oui, on vous entend. Alors, pour moi, la politesse, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre parce que je me rappelle quand je suis venue ici en Suisse française, moi, le français, c'est pas ma langue maternelle. Et donc, j'ai dû apprendre toutes les règles de politesse dans les emails, car je vu que si je n'utilisais pas ces règles, les gens ne me répondaient pas, pas beaucoup. Et c'était seulement quand j'ai appris à utiliser « Chère madame, messieurs, veuillez agréer mes meilleures salutations » que j'ai obtenu la réponse que je voulais. Et donc, selon la langue aussi, il y a des règles qu'il faut apprendre. Et je pense aussi le français il y a vraiment des règles qui sont strictes pour les emails. C'est vraiment quelque chose que les gens ils doivent te faire. Tu dois apprendre et tu dois vraiment comprendre quand tu apprends cette langue. Donc, il faut vraiment... La politesse, ce n'est pas quelque chose qui est donné, mais qu'il faut apprendre. Je ne sais pas si ça, c'est le cas pour d'autres personnes ici, mais c'était une petite anecdote à moi. Merci beaucoup. Peut-être j'ose rebondir, je le fais rarement, mais j'ose rebondir. Peut-être une question intéressante, je trouve, qui est comprise là-dedans, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les différentes communautés linguistiques où on a parlé des codes, hein, chaque groupe a ses codes, mais est-ce qu'on constate par exemple que les Français sont plus formels, par exemple, les francophones beaucoup plus formels que les anglophones ou vice-versa? Là, je n'ai pas de évidence scientifique, mais je peux juste dire une autre anecdote que quand je échange des mails avec un collègue de Penn State University aux États-Unis, il a mon âge, mais il m'a dit quand il reçoit un message de ma part, il a l'impression qu'il doit mettre sa cravate. Et je crois que c'est parce que moi, je suis beaucoup plus formelle. Je dis toujours
dire tout ça, et lui, il ne fait pas. Et comme ça, je crois qu'il y a des cultures, et des différences culturelles, mais peut-être il y a aussi que Didier Maya disait avant que aux États-Unis, ils ont abordé la communication avec mail et les différentes chats un peu plus tôt que nous. Peut-être ce n'est pas une différence de culture, mais juste une différence de commencer avec les nouvelles formes de communication. Et peut-être moi, je suis encore plus dans la forme du lettre, mais des autres qui ont commencé plus tôt ont déjà laissé cette forme derrière, et on voit ça un peu. On a eu une expérience avec nos étudiantes et on les a mis dans une situation où il fallait écrire à quelqu'un qui les a planqués, comme on peut dire ça, also qui n'est pas arrivé au rendez-vous, planté. Et on a utilisé WhatsApp et email, et c'était vraiment, on a codé la politesse des messages, et sur WhatsApp c'était beaucoup moins poli, et je crois que comme ça, sur le papier on est le plus poli, sur mail un peu moins, sur WhatsApp encore moins, et comme ça peut confondre avec les différences des cultures, parce qu'il y a des cultures qui ont utilisé beaucoup plus longtemps ces formes de communication électronique, mais je ne sais pas s'il y a des données là-dessus pour dire ça évolue avec la longueur de la période d'utiliser certaines formes de communication. Didier Maya. Ouais, je vais peut-être repartir sur ces derniers points. Je ne sais pas si on a des données qui permettent de dire que les groupes sociaux qui ont adopté les nouvelles communications ont des modes de fonctionnement qui sont différents de ceux qui sont venus plus tard. Ça, je n'ai pas de données là-dessus. Par contre, j'aimerais revenir sur l'idée qu'on puisse quantifier la politesse. Parce que ça, c'est une idée qui est problématique. Je vais juste vous donner un exemple pour essayer d'illustrer ça. Vous pouvez être extrêmement poli avec votre meilleure amie, et vous pouvez être extrêmement poli avec votre patronne. Vous allez faire les deux choses de façon extrêmement différente. Mais dans les deux cas, vous serez extrêmement poli. Et donc, cette observation pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'échelle de politesse absolue qui nous permette de dire « Ah ben ça, c'est poli. Et ça, c'est pas poli. » Vous ne pourrez jamais arriver à cette conclusion-là. Vous aurez toujours besoin d'un contexte. Et en changeant le contexte, le même texte aura une valeur d'incivilité ou de civilité. Tout ça pour venir à la discussion de la comparaison entre langues. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'une langue sera plus polie qu'une autre. Ce qui se passe, c'est que les langues marquent la politesse de façon différente. Et peut-être qu'en français, on a des systèmes d'expression qui frappent tes collègues anglo-saxons. Mais là aussi, chez les collègues anglo-saxons, il va y avoir des marqueurs de politesse, et il va y avoir une gradation dans la politesse, au même titre qu'on la trouve en français. Donc l'idée, ça serait plutôt de dire que toutes les langues marquent la politesse, sans exception. Toutes les variétés de langues le font, même la variété parlée par les adolescents fribourgeois et ailleurs.
Il y a tout le temps un marquage de la politesse. Par contre, les formules de marquage de politesse sont très variées et très différentes. Et les outils utilisés pour marquer la politesse peuvent changer radicalement d'une variété à une autre, d'une langue à une autre. Merci, s'il vous plaît. Pour revenir un peu sur ce que vous avez dit sur l'exemple des femmes musulmanes qui portent le voile et du coup que la loi a été décidée. J'ai pas parlé des femmes musulmanes. Pardon, j'ai parlé de l'interdiction de se voiler le visage. De l'interdiction du port du voile, que vous avez présenté ça un peu comme sous forme de geste de politesse, parce que c'est quelque chose qui a été décidé, et donc ce serait pour eux poli du coup de ne pas porter le voile. Mais dans ce cas, est-ce qu'on ne peut pas prendre ça de l'autre côté et de dire que ce sont les personnes qui ont demandé à ce que le port du voile ne soit pas autorisé, qui eux sont considérés comme mal polis? Où est-ce qu'on peut trouver une limite déjà entre où est la politesse, où est l'impolitesse, et qu'est-ce qui peut nous permettre de demander la politesse de quelqu'un d'autre, de demander à quelqu'un d'autre d'être poli, si ça... C'est en cela qu'il faut souhaiter que la politesse ne soit pas régie par le droit, parce que le droit, par définition, il est normatif, hein, et il est maternaliste ou paternaliste en ce sens qu'il nous impose ce qu'il pense être bien pour nous. Plus précisément, c'est la majorité qui nous impose ce qu'elle pense bien pour nous. Voilà ce que j'ai à dire. Maintenant, je pense que s'il y a des normes, des codes de politesse variables selon les milieux, selon les sous-groupes sociaux, je pense aussi qu'il me semble qu'on peut affirmer, ou je soumets comme hypothèse à mes collègues, qu'un groupe est d'autant plus intégré qu'il a un système de politesse sophistiqué. Et que la prétention des jeunes, de certains jeunes ou de certains sous-groupes sociaux qui communiquent sur les réseaux à abandonner toute forme de politesse, en réalité, ce serait un abandon de toute forme de groupe. On ne revendique plus faire partie d'un groupe dès lors qu'on n'a plus besoin de mettre l'autre en scène, de se placer par rapport à lui, d'ouvrir le canal, de le fermer en disant voilà, je te reconnais, tu me reconnais. Puisque nous sommes en temps de Covid, je commence par te dire que j'espère que mon message te trouve en bonne forme, etc. Enfin, ces éléments de contexte, qu'à partir du moment où il n'y a plus ça, il n'y a que de l'informatif, alors il n'y a plus de groupe. Et peut-être pour revenir à votre question, peut-être que c'est aussi par souci d'intégration sociale de groupe, oui, que le peuple et les cantons se sont imposés et ont imposé à tout le monde éventuellement cette règle de politesse, mais je le formulais à tête de question et un peu de provocation, en vrai dire. Par rapport à la dialectique entre l'appartenance au groupe et les formes de politesse, est-ce que ça vous fait réagir? Moi ça peut me faire réagir, mais je ne veux pas non plus empêcher d'autres collègues de prendre la parole. Je sais pas. Peut-être je me lance, et puis on verra qui me rejoint. Alors deux choses. Les groupes, je pense qu'effectivement là il y a quelque chose d'essentiel. On remarque qu'avec une explosion des sous-groupes sociaux, il commence à y avoir une espèce de cloisonnement des normes, c'est-à-dire qu'on n'a plus forcément besoin de pratiquer un usage de la langue qui est acceptable par tout le monde. Du moment qu'on pratique un usage de la langue qui est reconnu par son groupe, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptable. J'ai utilisé un exemple ce matin lorsqu'on parlait de ces mêmes questions. On a dans le paysage politique actuel une situation où il est plus nécessaire de développer un discours politique qui est adressé vers l'autre. On peut avoir un discours politique qui est uniquement adressé aux gens qui sont déjà persuadés de vos opinions. Avec pour résultat que vous n'êtes plus obligé d'être civil vis-à-vis des autres groupes
politiques qui sont en face de vous. On remarque ça par exemple avec un Trump qui n'essaye même plus de mettre les formes comme on pourrait les attendre, et puis qui va s'adresser à des adversaires politiques en leur mettant en les affublant de surnoms qui sont complètement au-delà de ce que les normes de la civilité autorisent. Il l'appelle par exemple Elizabeth Warren, il l'appelait Pocahontas. Aux États-Unis, c'est inconcevable. C'est une utilisation qui est complètement en dehors de ce qui devrait être admissible. Mais ça ne lui a pas valu de problème majeur. Éric Zemmour, il l'appelle Alain Juppé, Ali Juppé. Là aussi, sans conséquences majeures. Et on peut se demander, quelque part c'est un écho de ce que vous mentionnez précédemment, c'est-à-dire cette idée que lorsqu'on a des groupes qui se referment sur eux-mêmes et qui se cloisonnent très fortement, il n'y a plus de nécessité d'appliquer des règles de civilité qui sont générales et qui permettent de fonctionner entre les groupes. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour mes collègues. Si je peux ajouter quelque chose, ce n'était pas seulement qu'il n'a pas, les deux exemples n'ont pas perdu son majorité, au contraire, c'est ça que ses clients, les personnes qui votent pour Trump ou pour les autres, ils aiment ça parce que, comme vous avez dit, tout groupe a son code de civilité ou rompre les codes de civilité. Et c'était bien, c'était une décision de prendre cet discours parce que c'est très attractif pour des gens qui croient qu'ils ne sont pas dans l'autre groupe, le groupe de privilégiés qui est actuellement privilégié ou quoi. On peut voir ça comme civilité, c'est toujours une chose de contexte et quel groupe est les normes pour des groupes. Et le phénomène actuellement, c'est vraiment qu'on ne parle pas avec des personnes sur l'autre groupe. Nous sommes cloisonnés dans nos groupes. Un autre groupe, c'est le même dans le Internet et dans la vie civile. Et comme pour Donald Trump de manier ses incivilités, c'était pour expressément ne pas rentrer en contact avec l'autre, dans cette intention-là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, pour aller tout à fait dans le sens de ce que disait Indira Ghosh, il y a cette idée que les normes... oui, Trump viole la norme perçue comme la norme générale, mais en faisant cela, il suit une norme qui s'applique au groupe qui est le sien. C'est-à-dire qu'il est attendu de lui qu'il y ait cette incivilité à l'encontre des gens qui ne sont pas du groupe. Donc on a le droit d'avoir une incivilité totale vis-à-vis des membres du groupe adverse. C'est attendu, c'est une norme. C'est pour ça que ça revient tout le temps. Il ne le fait pas uniquement avec les personnes que j'ai mentionnées, il le fait tout le temps. C'est une norme. Et là, on est entre l'incivilité et l'illégalité quand même, avec les surnoms qu'on a eus. Je vous regarde, Jacques Dubé, mais c'était presque une norme aussi que de des fois être dans la diffamation. Bon, alors la liberté d'opinion a des limites variables selon le contexte dans lequel elle est exercée. Et on reconnaît traditionnellement au personnel politique une plus grande liberté. Il y a un droit à l'outrance, il y a un droit à l'exagération dans le cadre politique, mais les limites ordinaires subsistent de la diffamation, de la calomnie, de l'incitation à la haine, soit raciale, soit homophobe, etc. Mais on sait aussi que le premier amendement de la Constitution américaine est sacré, qu'on lui donne une portée inconnue, et heureusement dans des États de droit européens occidentaux.
Voilà pourquoi ce discours a pu proliférer. Mais il y a eu des périodes politiques au XIXe siècle où même dans le contexte français, le discours était extrêmement vif. Merci. Est-ce que vous avez... quelqu'un souhaite prendre la parole? Peut-être, il nous reste une dizaine de minutes. Moi, la question de l'anonymat, on en a parlé tout au début, et puis comme on est un peu sur les réseaux sociaux avec Donald Trump par la force des choses, qu'est-ce que l'anonymat fait aux règles de civilité? On a l'impression que qu'il peut casser tous les codes et qu'on peut faire ce qu'on veut avec l'anonymat. Comment vous voyez ça? Je vous regarde vous, puisque vous avez, Monsieur Maya, puisque vous avez, c'est votre domaine de recherche, mais qu'est-ce que l'anonymat fait à la civilité? Alors, je ne sais pas si c'est mon domaine de recherche, mais j'embraye volontiers sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il peut nous permettre de raccrocher quelque chose qui a été dit précédemment par rapport au voile, et l'interdiction du port du voile. Peut-être que si on veut le lier cette décision à ce qu'on discute ici ce soir, il faut peut-être voir le voile comme quelque chose qui permet l'anonymat. Et ce que la société a peut-être, ou disons les dirigeants là, ont souhaité faire, c'est ne pas tolérer l'anonymat dans l'espace public. Alors, je ne sais pas si c'est effectivement la motivation, mais je trouve qu'il est intéressant de penser au voile comme une façon de masquer l'identité de la personne. C'est peut-être anecdotique. Si on vient maintenant à la notion d'anonymat, il est certain qu'elle a une influence majeure sur les phénomènes d'incivilité et de civilité dans les réseaux sociaux et dans la communication Internet. Parce que l'anonymat bloque un des phénomènes qui permet de réguler les rapports sociaux, à savoir la sanction sociale. Si je suis absolument odieux avec quelqu'un et que je le suis de façon répétée, aux yeux de tous et toutes, il y a un moment donné où il va y avoir une sanction et où je vais être puni socialement du fait de mon comportement incivil et inadéquat. Si je suis anonyme, la sanction sociale ne peut plus s'exercer. Ou elle peut s'exercer contre l'avatar que je suis sur Facebook et sur Twitter, mais au-delà de l'avatar, il n'y a pas de conséquences. Avec pour résultat que je peux être odieux sur les réseaux sociaux et ne pas avoir à faire face aux conséquences de mes actes. Et donc l'anonymat devient un moyen de favoriser des comportements incivils et impolis. On pensera par exemple au trolling, qui est typique de ce que l'anonymat peut permettre sur les réseaux sociaux. Oui, je pense que c'est central, mais il y a plein d'angles possibles sur cette question. Ça, c'en est juste un. Merci. Quelqu'un veut en ouvrir un autre? Monsieur Lippert. Bon, je me permets de prendre la parole parce que j'avais lancé cette question d'anonymat. Je suis content que mon collègue Maya y vienne. Du point de vue juridique, on connaît ces questions liées à l'anonymat en matière de manifestation publique. Et la question se pose de savoir si on peut interdire à des manifestants de se couvrir le visage totalement. Et dans une certaine mesure, c'est digne de protection parce que il est inhérent à la liberté d'expression, dans une certaine mesure, de pouvoir l'exercer sans sanction, sans craindre de sanction. Le fait de dire quelque chose à visage découvert exerce ce que les juristes appellent une atteinte indirecte, un chilling effect. Au fond, ça refroidit d'exercer sa liberté. Donc, dans une certaine mesure, c'est digne de protection. Mais il y a des cas où un risque pour la sécurité publique est tel qu'on a vu des autorisations de manifester frappées d'une interdiction de se couvrir le visage. Ça vaut pour les manifestants, ça vaut aussi pour la police. Si les policiers sont frappés d'un numéro de leur unité ou carrément un numéro personnel, c'est parce qu'on veut les responsabiliser, c'est-à-dire leur demander de répondre de leurs actes
c'est-à-dire faire face à la sanction qui est ici plus qu'une sanction sociale. Mais je trouve qu'avec cette notion de sanction sociale, on touche, il me semble, à quelque chose de crucial dans les règles de politesse. C'est une contrainte, mais c'est une intégration également, dans la mesure où ça nous fait entrer dans un rapport de réciprocité. Tu es mon semblable, je te respecte, je sais que je suis respecté par toi parce que tu me considères comme un semblable, et c'est ce qui disparaît au fond à partir du moment où on peut s'adresser indifféremment à quiconque de manière anonyme. Merci. Ça sera la dernière question de ce café scientifique avec grand plaisir. Du coup, je vais commencer en disant bonsoir parce qu'il est 19h25 et c'est une question qui sera plutôt pour les francophones là et peut-être aussi pour Madame Klum parce que vous avez parlé d'être surpoli et de rendre la chose impolie carrément. Et je voulais savoir ce que vous aviez à dire sur ce phénomène qu'on a en tout cas en français, de corriger les gens qui nous disent bonjour à partir de 18h. Est-ce que c'est impoli de les corriger? Est-ce que c'est impoli de dire bonjour à 19h25? Je ne sais pas s'il y a une explication linguistique là derrière ou pas. Merci beaucoup. Qui est-ce qui peut nous éclairer sur le bonjour et le bonsoir et l'heure de balance? Je peux dire qu'au nord de l'Allemagne, on dit de 1h à 24h, on dit Moin. Mais je crois que c'est plutôt une question, c'est impoli de corriger quelqu'un et pas de dire quelque chose. Et je crois que là aussi, il faut se mettre d'accord. Il faut que c'est possible d'être corrigé, sinon je trouve que ça peut être impoli. Mais je crois que, comme je suis allemande, les Allemands aiment corriger les gens, mais peut-être il est important de dire que ce n'est pas, dans tous les contextes, ce n'est pas poli de corriger quelqu'un parce qu'on dit qu'il n'est pas compétent, il ne fait pas quelque chose correct, d'une manière correcte. C'est autre chose si, par exemple, nous deux, on a dit, si je fais des fautes en français, c'est d'accord de dire non, et ça, c'est un subjonctif ou quelque chose. Mais si on n'a pas invité la correction, je crois que je dirais que ce n'est pas poli, en tout cas dans notre contexte. Je vais juste avoir une contribution purement linguistique. Ce que je disais il y a un moment de ça, c'est qu'au moment où vous lancez une séquence avec un bonjour, bonsoir, ce que vous essayez de faire, c'est d'ouvrir le canal de communication. Si lorsque vous faites ça, la réponse, c'est de vous corriger sur la façon d'ouvrir l'acte de communication, ce que vous mettez en danger, c'est la volonté même d'ouvrir un canal de communication. Donc c'est extrêmement violent. Mais c'est violent pas parce que ça corrige bonjour ou bonsoir, mais parce qu'en fait, il y a une volonté d'ouvrir une conversation et que vous interrompez ce mouvement-là. Et ça, c'est impoli, ou en tout cas, c'est une menace à la dynamique conversationnelle qui est attendue. Alors c'est impoli de façon indirecte, en fait. C'est une incivilité sur une marque de civilité. Merci beaucoup, Didier Maya, Indira Ghosh, Petra Klum, Jacques Dubet. Merci aussi beaucoup pour votre généreuse participation à ce café scientifique, malgré une chaleur ambiante absolument démentielle. Avant de vous souhaiter bonne soirée, du coup, je repasse la parole à Farida. Oui, à mon tour de vous remercier, de remercier nos invités, puis de vous remercier vous. On a beaucoup parlé de code.
Je crois que vous êtes un public qui avait très bien compris les codes de ce café. Merci beaucoup pour votre grande participation et toutes ces questions. Comme je le disais au tout début, un apéritif, des petites choses à grignoter vous attendent juste sur votre gauche et les serveurs passeront si vous souhaitez continuer la discussion avec nos invités ou entre vous, bien sûr. C'est le dernier café scientifique de cette année, mais nous reprendrons bien sûr au mois de septembre dans cette salle avec 10 nouvelles thématiques qui seront égrenées tout au long de l'année. Tenez-vous au courant, il y aura un flyer qui sera distribué, mais vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter ou nous suivre sur notre site. On se réjouit de vous retrouver à partir du mois de septembre. Et puis j'en profite pour une dernière plage de pub parce que c'est notre dernier événement de l'année dans cette jolie salle. Demain soir, 6 doctorants viendront s'affronter sur cette scène, enfin en bas de ce public, pour le Science Slam. C'est une manifestation qui est amusante, qui vous apprend plein de choses, 6 thèmes différents avec 6 personnalités différentes, en allemand et en anglais cette fois. Et ça vaut vraiment la peine. Et c'est vous qui choisissez à la fin les 3 gagnants. Parmi nos 6 participants, c'est vous qui déciderez en ligne ou dans la salle qui vous aura le plus touché, marqué, intéressé, etc. Je profite aussi de cette dernière manifestation, de ce dernier café de l'année pour remercier la technique du Nouveau Monde et la direction du Nouveau Monde qui nous accueillent dans cette salle parce que sans eux, pas de diffusion live, pas de son, pas de lumière sur nos invités. Donc vraiment, merci à tous qui sont au fond. Et merci à vous, public, et à tout à l'heure autour d'un verre. Bonne soirée.